Mademoiselle. Je vous écoute. Vous allez entendre des choses étranges. Lesquelles? Les fantasmes d'Otrante. Ce sont 3 contes de Loïs Masson, d'après Horace Walpole. Et vous savez que quand un poète se sert de la radio, l'étrange ne lui fait pas peur. Surtout quand un poète de la parole comme Loïs Masson est aidé par un poète de la musique comme Jean Wiener. Aujourd'hui commence notre premier conte qui s'intitule « Par un beau jour de mariage ». Et nous allons tous les deux donner le générique de cette première émission. Alors je commence. Daniel Ivernel sera Manfred, prince d'Otrante. Bernard Rousselet, Théodore. Fiorenzo, Jacques Provins. Jacquez, Yves Pénaud. Diego, Jean-Patrick. Un troubadour, Yves Pénaud. Le récitant, Xavier Renaud. Bianca, René Barrel. Isabelle, Catherine de Seine. Chef opérateur du son, Daniel Toursière. Opérateur, Anil Beg et Amar Lounas. Et je dis, parce que c'est une femme, assistante de production, Jeanne Dutré. Et je le dis parce que c'est un homme, réalisation Jean Doat. Passera. Ici la principauté d'Otrante. Choc et fumée ample. Lorsque pour l'habiter sera son vrai sire de taille trop grande. Son vrai sire de taille trop grande. Que de fois, à Manfred, seigneur d'Otrante, il avait semblé entendre les hauts mélèzes entourant son château, le vent, les tonnerres d'été, et la nuit, et le jour, et le vol de l'aigle et celui de la chouette, répéter l'épouvantable prophétie qui pesait sur sa destinée comme un monde de plomb. Oh oui, elle ne faisait pas trêve, surtout depuis quelque temps. Et s'il la cachait soigneusement aux siens, à la douce Bianca, sa femme, et à ses enfants Conrad et Mathilde, était-il sûr qu'ils ne l'entendaient pas eux aussi? Cela avait beau n'avoir apparemment aucun sens, les mots de mort insistaient et insistaient. Par rue de choc et fumée ample. Par rue de choc et fumée ample. Par rue de choc et fumée ample. Lorsque sera son vrai sire de taille trop grande. Son vrai sire de taille trop grande. Qui était ce vrai sire faisant ainsi planer la menace? Le mystère se corsait encore lorsqu'on savait qu'Alfonso le Bon, mort à la croisade, le dernier prince d'Otrante qui fut d'une autre lignée que celle de Manfred, avait fait don au grand-père de ce dernier Ricardo de tous ses biens, dans les formes légales, avec sa bénédiction. D'une main à l'autre passera, ici la principauté d'Otrante passera, lorsque pour l'habiter sera. D'une main à l'autre passera, ici la principauté d'Otrante, lorsque pour l'habiter sera, son vrai sire de taille trop grande. Passera, ici Il est vrai que certaines clauses atténuaient quelque peu l'angoissante prédiction. Elle assurait que cela ne se ferait pas tant que Manfred compterait dans sa descendance un héritier mâle. Or, n'avait-il pas Conrad? Et aujourd'hui, ne le mariait-il pas, malgré son jeune âge et sa pauvre santé, comme à la hâte, pour qu'il eût à son tour des fils, à la toute gracieuse Isabelle de Vicence? Allons, que chantent les hautbois, les flûtes, les violons, l'actuelle dynastie n'est pas très près de se rendre à son obscur destin. Et doucement, pour Isabelle, mais aussi pour Mathilde, peuvent improviser les troubadours avant que tout ce monde ne se rende à la chapelle du monastère Saint-Nicolas, attenant au château. Je t'aime, je te donne la rose, j'éloigne la mort, je l'exile en lointain pays. La mort a la couleur de l'ocre brune. Toi, va vers la vie. Je te donne la rose. Je l'ai prise dans un étrange jardin.
s'en vient vers toi un buisson vert, crier joie à la vie, crier pour toi le matin. Où que tu ailles, toujours un refrain, un air dans l'air, que tu as reçu de moi la rose, et que la rose t'aimait, couleur du point du jour. Mais qu'est-ce donc, mon frère? Ce roulement subit, ce roulement comme d'une montagne, qui de la salferie jette tous les assistants en désordre vers la cour d'honneur. Ducal, qu'arrive-t-il? Le casque, monseigneur! Le casque? Vous êtes fous! Quel est le casque? Je ne sais ce que vous voulez dire, il y a tremblement de terre. Réunissez-vous tous dans les angles des murailles. Le casque! Pitié, mon Dieu! Pitié! Soudain tombé du soleil, comme un énorme boulet. Rangez-vous sous la voûte, ai-je dit! Où est le prince Conrad? Au beau milieu de la cour, un casque de géant. Un casque comme on n'en a jamais vu! Et où est Conrad? Comment répondre? La cour! Il l'a traversé tout juste, ayant été pris de malaise et désirant se reposer un instant dans ses appartements. Oh, Manfred, pourvu qu'il ne lui soit pas arrivé malheur. Comme je l'ai dit, madame, au beau milieu de la cour, un casque 100 fois plus gros qu'un casque ordinaire. Ah, folie, Fiorenzo! Comment un casque? Monseigneur, il n'est que de le voir. Tombé du ciel. Oui, vraiment! Sinon, d'où viendrait-il? Ah, silence! Vous êtes les victimes d'une hallucination. C'était quelque cataclysme naturel, et c'est passé maintenant. Mais Conrad aurait dû être ici près de vous, Bianca. Surtout à cette heure. Pourquoi tremblez-vous? Ah, moi, Bianca? Trembler parce que la peur a rendu fou mes gens? Vite, au revoir, mon fils. Vous avez bien entendu l'énorme casque d'un géant, la prophétie. Taisez-vous. Taisez-vous, une femme de votre rang est au-dessus de tels contes de sorciers. 100 fois plus grand, 100 fois plus fort qu'un homme mortel pour porter casque pareil. Mais ces hautes plumes noires qu'il surmonte, plus noires que la nuit, et comme une promesse de la mort. C'est la prophétie qui se réalise! Oh, pitié! D'une main à l'autre passera la principauté d'Otrange! Silence! Lorsque, pour l'habiter, sera son vrai sire de taille trop grande! Silence, vous dis-je! Immédiatement qu'on aille chercher Conrad. La prophétie qui prend corps! Celui qui prononcera un mot de plus aura mon épée au travers du ventre! Les sottises de ce genre ne sont bonnes à exalter que ceux qui ont une girouette pour cerveau! Et si l'enfer devait défier Manfred, Manfred relèverait le défi, sachez-le! Quant à ce casque, si casque il y a, eh bien il demeurera un ornement de ce château. Pourquoi pas? Voilà ce que le seigneur de Rome lui-même ne pourrait exhiber. J'en aurai le cœur net. Que chacun reste à sa place. Sauf 2 hommes d'armes qui m'accompagneront. Toi, Jacques, et toi, Diego. Nous ramènerons par la même occasion Conrad auprès de sa tendre Isabelle. Qui va là? Emilio, monseigneur. Je soutenais mon maître Conrad qui se trouvait mal. Il est mort. Écrasé par le casque. La tête a volé à 8 pas. Et les hautes plumes d'ébène s'inclinent à intervalles, comme dans une révérence. Dis-tu vrai? C'est impossible. Mon enfant! Mon Dieu! Comment avez-vous permis cela? Mon pauvre malheureux enfant! Mon Dieu! Rentrez, Bianca. Vous ne devez pas voir un tel spectacle. Mon unique héritier. L'unique à aider ma bannière à flotter sur le château d'Otrante. Hélas. Mon fils, que je ne contemplerai plus en ce monde. Et je l'aime comme au premier moment de sa naissance, avec tous les nerfs de mon corps, toutes les douceurs de mes bras, de ma poitrine, paternelle pour jamais. Ce plus dur des mots. Jamais. Rentrez chez vous, croyez-moi. J'irai seul où la mort m'a fixé cet impitoyable rendez-vous. Mathilde et Isabelle vous assisteront.
Dussé-je avoir à mes trousses tous les chiens de l'abîme, j'empêcherai cette prédiction de s'accomplir. Quand même ce serait aujourd'hui son début, je le jure. La douleur aura pour visage le combat. Il est des choses que les mots ne sauraient rendre. La désespérance de Bianca en est une, emportée dans ses appartements plus morte que vive, et à grand-peine gardée par sa fille et sa bru. La froide, l'implacable folie qui commence à se lire dans les yeux de Manfred en est une seconde. Et la troisième, enfin, la plus terrible de toutes, le casque. Quoi? Un casque ne tombe pas du ciel. Un casque n'est pas surtout aussi grand qu'une tente sous laquelle 20 hommes se côtoieraient à l'aise. Et pourtant c'est ainsi. Il trône en plein milieu de la cour d'honneur. Et un lent et monotone mouvement, bien que le jour soit sans brise, agite les géantes plumes noires dont il se couronne. Elle semble vivre, triomphante et tranquille, rendant encore plus dérisoire le cadavre de l'héritier d'Otrante, qu'on dégage difficilement, bouilli rougeâtre plus que forme humaine. Longtemps, Manfred demeura immobile, entouré des gens de sa suite. On parlait autour de lui, mais il n'entendait pas, n'écoutait pas. Le chagrin, la stupeur, l'effroi se partageaient son âme. Puis une voix, celle d'un jeune homme qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais rencontré, il en était sûr, surnagea de la rumeur de la foule. Et son sang se glaça dans ses tempes. À s'y méprendre, messieurs, le casque de cette statue du bon prince Alfonso sur sa tombe, en l'église de Saint-Nicolas. Allons, allons, mon garçon, vous délirez. Fantasmagorie. Comme s'il n'y en avait pas assez déjà et assez tragique. C'est ainsi? La statue et donc le casque sont de marbre noir. Je vous laisse les plumes qui sont des plumes réelles, mais celui-ci est de pur acier. S'il s'avérait que l'effigie du bon Alfonso avait maintenant le chef nu. Le sanglant prodige auquel nous venons d'assister est assez sinistre pour que vous ne le compliquiez pas encore, s'il vous plaît. Oh, je ne désire pas qu'il le soit. Je dis seulement ce qui me semble être. Et ce qui vous semble être, c'est le sortilège dans le sortilège. À quoi bon commenter? Rien n'avance à rien. Ce casque, je le redis, est l'épouvantable réplique de celui du prince Alfonso sur son mausolée en l'église de... Et qui es-tu? Et pourquoi parles-tu ainsi? Laisse en paix la mémoire d'Alfonso. Et celle de mon fils. Mais, monseigneur, je ne pensais pas attenter à l'une ni à l'autre. Tu le fais. Réponds à ma question, qui es-tu? Théodore. Après, c'est ton nom, mais qui es-tu? Un étranger en ce pays, c'est certain. Venu sans nulle mauvaise intention. Presse-toi. Bref, je voyageais et m'étais arrêté ici pour la nuit. Au matin, la liesse qui se préparait, hélas, si sombrement interrompue, a attiré mon attention. Quelques-uns de vos gens m'ont convié à me mêler à eux, et j'ai... Que faisais-tu en l'église Saint-Nicolas? J'ai toujours eu une dévotion toute particulière à Saint-Nicolas. Particulière? Pourquoi vous mentirais-je? Et où donc, monseigneur, voulez-vous en venir? À ce que tu me dises, pourquoi ce casque de l'enfer te rappelle celui d'Alfonso? Sans doute parce qu'il en a exactement l'apparence. Exactement. Voici qui est catégorique, et donne à croire que tu possèdes une connaissance précise de cette statue. Or, tu affirmes n'être arrivé ici que cette nuit. C'est la vérité vraie. Et la vérité que le bon Alfonso a perdu son casque, que le marbre de ce casque s'est transformé en acier, et que l'objet s'est agrandi à l'infini en taille et en poids. Mais monseigneur, je le répète, je ne vois pas où vous voulez en venir. Toi! Pourquoi cherches-tu à nous subjuguer? Vous subjuguer? Comment voudrais-je, moi, simple voyageur de passage, subjuguer le prince d'Otrante? Choisis. Ou bien la statue d'Alfonso a réellement perdu son casque,
dont tu as fait cet épouvantable instrument de mort, et en ce cas je t'accuse de nécromancie et d'assassinat. Ou bien, comme je le crois, le casque n'a pas quitté sa statue. Et alors? Je t'accuse d'avoir voulu semer dans l'esprit de mes gens je ne sais quel doute empoisonné. Mais quel doute? Et à propos de quoi? Décidément, vous ne me parlez que par énigme. Ta présence est une énigme encore plus grande. Passons. Donc tu choisis entre ces deux éventualités. Mais pour l'une et pour l'autre, le châtiment sera le même. Celui des criminels. La principauté d'Otrante est dans de solides mains et n'est pas près d'en glisser. Mon deuil ne fait que m'affermir de ma volonté. Ce sera mon dernier hommage à mon fils. Non puisse le sang te retomber dessus. Monseigneur! Le bon Alfonso, monseigneur! Le bon Alfonso n'a plus de casque. De mes yeux vus, le chef découvert et aux longues soyeuses boucles de marbre noir. Garde! Saisissez-vous de cet homme! Puisqu'il a par magie et commerce démoniaque suscité ce casque gigantesque à partir du casque de marbre d'un saint, eh bien, que cela lui serve de prison. Qu'il en soit recouvert jusqu'aux funérailles de Conrad. Alors il paiera de son sang. Nous verrons entre-temps si son art peut l'en sauver et d'abord les nourrir. Soulevez le casque! Faites vite! 100 hommes, 200 s'il le faut! Mais soulevez le casque! Immédiatement! Dans un bruit de tonnerre, ébranlant une seconde fois les dalles de la cour, l'énorme casque ensevelit son prisonnier. Et dans le cœur de Manfred, quelque chose comme une cloche se mit à sonner. C'était un glas. C'était le glas de Conrad que des serviteurs emportaient vers une chapelle ardente hâtivement dressée. Mais c'était aussi une cloche de sourde allégresse. Le forfait était déjà à moitié puni. Quelle oubliette eût valu cette geôle d'un nouveau genre? Le magicien, s'il en était un, et si versé qu'il fût en haute science, y mourrait lentement de faim tel un rat pris au piège. Car il n'est pas de sortilège qui vous permette de passer à travers le métal. Les battements de la cloche furent plus sonores, plus véhéments. À la satisfaction de la vengeance s'ajoutait la fièvre du défi. Ah, on voulait que, faute d'héritier mâle, fût anéantie la principauté d'Otrante. On se trompait. Manfred lutterait contre la prophétie par la prophétie elle-même. Si Conrad était mort, si Bianca ne pouvait plus avoir d'enfant, il ne se tiendrait pas pour battu. Il divorcerait et épouserait sans tarder Isabelle, et d'elle lui viendrait ce petit-fils qui perpétuerait sa maison. Sa femme, il en était certain, en épouse dévouée, sachant que c'était pour eux tous question de vie ou de mort, ne s'opposerait pas à ce projet, si odieux qu'il parût, ou même qu'il fût. Et au cas où elle se révolterait, il la courberait impitoyablement. Homme des décisions rapides, il envoya chercher la jeune fille dans les appartements de Bianca, qu'avec Mathilde, elle avait peu à peu ramené à ses sens et essayait d'apaiser. Isabelle accourut, surprise et décontenancée, se demandant ce qui motivait pareille démarche. Au moment où elle allait pénétrer chez Manfred, il lui sembla que son ombre sur le mur s'allongeait démesurément. Elle ne réprima pas un petit cri. Qu'était-ce que cela et pourquoi? Elle n'eut pas le temps de s'interroger plus avant. La porte s'ouvrit. Douce, douce Isabelle, c'est le cœur tremblant que je vous reçois. Il était impérieux que vous répondiez à mon invite. Non, non, séchez vos larmes. Vous avez perdu votre fiancé, moi mon fils. Le sort pour nous deux était injuste et cruel, mais la vie ne doit pas se fermer devant nous. À la vérité, Conrad ne méritait pas votre beauté. Oh, monseigneur, croyez-vous qu'une telle pensée puisse en ce moment m'effleurer? Je sais que de méchantes langues ont dit qu'il m'était indifférent et que je ne l'aimais pas d'amour sincère, mais soyez sûr... Détournez de lui votre souvenir. Il est plus beau que vous. 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 Il est
Les calculs de Dieu sont par définition les plus sages. Ce n'était qu'un malade, un faible. Si humiliant que cela soit pour moi de le constater. Et j'avais tort d'appuyer l'avenir de ma maison sur de si frêles épaules. Mes yeux s'ouvrent. La lignée de Manfred doit compter de nombreux et forts représentants. Et voilà ce que je... De nouveau, vous vous faites l'écho de calomnie. Et je vois avec détresse que votre siège a été fait. Et que vous traitez en étrangère hostile celle qui vous eût été la plus dévouée des filles. Oh, vos yeux! Certes, Conrad était débile, mais votre regard qui me juge, me traverse, me condamne. Ayez pitié de moi. Vous n'aimiez pas Conrad. Mon Dieu ne permet pas que je sois accusée. Même si quelquefois, je l'avoue... Vous n'aimiez pas Conrad. Et sans doute aviez vos raisons. Toujours je chérirai sa mémoire, je le jure. Je me considérerai comme mariée à lui, et je vous nommerai mon père. Et la vertueuse Bianca, ma mère. Peste soit de Bianca, qui ne peut me donner qu'un fils, et me laisse aujourd'hui désarmé contre mes ennemis. À compter du moment présent, vous vous devez de l'oublier. Comme je l'oublierai. En bref, Isabelle, vous avez perdu un fiancé que vos charmes dépassaient de trop loin. Mais vous avez gagné un époux dans la pleine force de l'âge, de qui vous pouvez espérer une descendance digne de vous et de lui. Je ne comprends pas. Quel époux? Je suis décidée à m'enfermer dans un couvent jusqu'à ma majorité. Non, jamais. Jamais? Puisque je n'ai pas réussi à vous unir à mon fils, je m'offre à vous à sa place. Oh, ciel. De belles paroles. Vous, le père de mon fiancé. Vous ne pouvez pas souhaiter cela. J'ai mal entendu. De cette heure et de cette minute, je divorce de Bianca. Trop de fois je l'ai haï pour sa stérilité. Mon sort sur terre dépend d'un fils. Je vous supplie de toute mon âme d'agréer ma requête. Il lui prit la main. Elle était glacée. Elle se dégagea vivement. À cet instant, la lune qui se levait leur montra les hautes plumes noires du casque qui touchait presque le rebord de la fenêtre et remuait d'avant en arrière avec un lointain bruit de marée montant. Voyez, c'est signe que le ciel vous maudit par avance. Je vous en conjure, ne me donnez pas avec vous. Ni le ciel ni l'enfer ne me dissuaderont de mon projet. Je vous prie à genoux. J'irai, de ce pas, à la chambre de celle qui fut ma femme, et je lui ferai part de ma volonté. Qu'est-ce que cela? Sans doute quelque oiseau de nuit. Encore! Oh, le portrait de votre aïeul! Oh, le portrait dont la poitrine s'élève et s'abaisse, regardez! Et toujours ce désespoir dans les yeux. Est-ce que je rêve? Ou les démons se sont-ils réellement ligués contre moi? Le portrait de son excellence Ricardo quitte son cadre! Le portrait quitte son cadre, les biens! Vision le cauchemar! Vous situez bien Ricardo comme il me semble. Pourquoi a-t-on tout conspiré contre moi? Contre ton malheureux descendant que le destin accable, et qui pourtant lutte ainsi que son père et toi-même le lui avaient appris. Et alors qu'il paie si durement pour toi? Ne faites pas attention à ça, Isabelle. Je l'ai trop dit. Que veux-tu? Quel signe m'adresses-tu là? De suivre? De suivre? Où? Pour quelle perdition encore? Le spectre s'avança lentement dans la galerie, Manfred sur ses pas. Lorsqu'il fut au bout, il tourna à gauche et alla jusqu'à une large porte, celle de la salle maintenant déserte où avait vécu et était mort Messire Léonard, l'ancien astrologue des princes d'Otrante, celui-là même qui jadis avait émis la si redoutable prédiction.
Était-ce sa voix qui flottait dans la pièce encore peuplée de cartes du ciel, de tarots, de globes et de cornues et de cabalistiques dessins? D'une main à l'autre passera ici la principauté de Trente. Par rue de choc et fumée ample. Lorsque pour l'habiter sera son vrai cire de taille trop grande. La porte s'ouvre en grinçant sur ses gonds et le fantôme y passe. Manfred, dont le courage est au-dessus de tout soupçon, s'apprête à l'imiter lorsque le lourd battant claque, poussé par une main invisible. En vain le seigneur de Trente y cogne-t-il de l'épaule et du pied. Ses efforts demeurent vains. Bast, l'enfer gardera pour ce soir ses secrets, il n'en a cure. Quoi qu'il puisse arriver, Isabelle ne lui échappera pas. Il se lance à sa poursuite. N'entend-il donc pas dans la chambre derrière lui ces énormes craquements d'une énorme armure? Durant ce temps, Isabelle court, ivre de terreur, d'angoisse. Elle n'a qu'un but en tête, atteindre la chapelle Saint-Nicolas, où Manfred n'osera la brutaliser, si fort que crée en lui la colère et le désir. Toutes les issues du château sont gardées, elle le sait. Il y a des sentinelles partout. Oh Dieu, mon Dieu, sois-moi secourable. Jamais elle n'acceptera d'être la complice, même passive, du sacrilège qui se prépare. À la seule idée d'un tel forfait, son sang lui semble se retirer de son cœur. Oh Dieu, mon Dieu, envoie-moi ton prompt secours. Elle se souvient d'un passage souterrain qui, de cette aile du bâtiment, sinuant sous la cour d'honneur, mène dans le saint édifice, tout à proximité de la tombe d'Alphonse sous le Bon. S'étant munie d'une lampe, elle descend aussi vite qu'il lui est possible l'étroit escalier, se frottant aux murs humides, à chaque instant près de s'évanouir. Elle pose enfin le pied sur la dernière marche et va déboucher dans les caves, lorsqu'une bouffée de vent éteint sa lumière. Aussitôt, elle aperçoit une forme humaine debout à quelques pas d'elle, éclairée d'un blafard rayon de lune. Mais comment la lune brillerait-elle ici dans ces profondeurs? C'est une illusion, et c'est un revenant qu'elle voit. Conrad peut-être, qui lui reproche son manque d'amour. Ne craignez pas, je suis un homme et non une ombre. Je ne vous veux point de mal. Qui que vous soyez, ayez pitié de moi. Aidez-moi à m'enfuir. Hélas, comment ferais-je? Je mourrai s'il le faut pour vous défendre, mais c'est là tout ce que je peux donner. Je ne suis qu'un étranger dans ce château et n'en connais pas les détails. Je me demande que je cherche avec moi, serti dans l'une de ces dalles, un anneau de cuivre. Il fait manœuvrer une trappe, laquelle conduit à un souterrain. Si j'y parvenais, je serais momentanément sauvé de mes ennemis. Oh non, partez! Il sera bientôt trop tard, entendez-vous ces pas? Ce sont ceux de Manfred. S'il vous surprenait en ma compagnie, il vous croirait mon complice et toute sa rage s'exercerait d'abord contre vous. Ma vie n'aurait que peu de valeur si je n'étais prête à la risquer pour la sauvegarde d'une jeune fille. Généreux. Trop généreux. Ces pas qui s'approchent. Chacun d'eux résonne du bruit de mon involontaire damnation. Béni soit Dieu! L'anneau de cuivre, l'anneau, ici. Le voyez-vous presque sous vos pieds. Mais aurais-je le temps? Vite, vite, je couvrirai votre fuite. Si le destin le veut, je vous rejoindrai. Sinon, je succomberai de bon cœur, me disant que chaque minute pendant laquelle je lutterai vous sera précieuse. Il a dû s'engouffrer dans le passage. Nous arrivons 10 secondes trop tard. Les voilà, le sort en est jeté. Mais j'aurai au moins vu, 12 demoiselles, le chemin de votre salut. Adieu, vous dont j'ignore le nom, et que la Madone vous protège. Ouah, suppôt de Belzébuth. Tu te trouves encore une fois sur ma route, ce sera la dernière. Que fais-tu ici? Et comment t'es-tu échappé de ta prison? Par ma foi, tu as soudoyé tes gardiens. Désigne-moi si on se le nom de tes amis. Monseigneur, je n'en ai eu qu'un, et ce fut mon cachot lui-même. Que me comptes-tu là? La vérité toute simple. Simple. Voyez de vos yeux. En laissant retomber sur moi le casque du géant, vos serviteurs ont un peu cédé sous le poids. L'une des joues d'acier a défoncé le pavé de la cour, m'offrant une issue inespérée. Et il n'est que de regarder la voûte baignant dans le clair de lune. Bien, c'en est assez. Quoique la circonstance soit trop heureuse pour être le fruit du hasard, Satan et toi êtes des compères. C'est ce que je veux retenir jusqu'au moment où le bourreau accomplira sur toi son œuvre. Maintenant, réponds-moi.
Quel est ce bruit que j'ai perçu lorsque j'étais à moitié de l'escalier? On aurait dit une porte hâtivement refermée. Ta loyauté sera garante de ta vie. Ma loyauté m'est plus chère que ma vie. N'en doutez pas. Tu philosopheras ultérieurement. Réponds. C'était une porte? Pas exactement, monseigneur. Pour sûr, c'était la trappe, seigneur Manfred. Silence, imbécile! Pourquoi l'aurait-il rabattu au lieu de profiter de la chance qu'il lui t'a offerte? Vous traitez bien à tort cet homme de sot. C'était la trappe. Tu avoues. Tu as organisé la fuite d'Isabelle. Qui est Isabelle? Ah, c'est à moi de questionner. Non, à toi de m'interroger. Comment savais-tu qu'il y avait ici une trappe donnant accès à un souterrain? Qui te l'avait dit? La lune m'a montré l'anneau de cuivre sur la dalle. Ah oui. Et elle t'a aussi indiqué comment faire fonctionner le mécanisme. Toutes les trappes du monde manœuvrent de la même façon. Soit que vous tourniez l'anneau vers la droite ou la gauche, soit que vous le tiriez à vous, ou que vous le poussiez. Admettons-le. Et que tu as un esprit bien affûté. Mais alors, pourquoi, étant parvenu à cette trappe et sentant la liberté à ta portée, as-tu choisi de t'en détourner? Vos pas qui se précisaient me faisaient comprendre que toute évasion m'était impossible. La sagesse était de demeurer où je me trouvais, de recevoir la mort de face et non de dos. C'est du moins ma sagesse à moi. Pensez-en ce que vous voudrez. Je ne peux me défendre d'une certaine admiration pour ton calme et ton sang-froid. Ah, tu devras de ce fait payer doublement, car tu n'es sûrement pas n'importe qui. L'âge de mon fidèle Eusébio sera bientôt à l'ouvrage. Ne chante pas victoire. Vous venez implicitement de me promettre la vie sauve contre ma loyauté. Ah, la peur te prend enfin. Nullement. Mais je vous mets en contradiction avec vous-même. Un homme qui ne sait plus ce qu'il dit se livre au malheur, pieds et poings liés. Ah, monseigneur, est-ce vous? Oh, que je suis rassuré. Qu'est-ce à dire? Diego et toi avez-vous trouvé la princesse? Mais c'est elle que vous deviez chercher, non moi. Le géant, monseigneur. Là-haut, dans la chambre. La chambre de l'astrologue. Êtes-vous devenus fous tous les deux? L'énorme pied de cette armure qu'a vu Diego. J'étais devant Jacques, monseigneur. Soudain, voilà que... Il est tombé dans mes bras à moitié évanoui. Ah! Ne parlez qu'un à la fois, s'il vous plaît. Quel géant! J'en ai assez d'entendre délirer autour de moi. Que ça soit bien compris de tous désormais. Toi, Diego, sois bref. Avec Jacques, pensant que notre jeune demoiselle errait peut-être dans la galerie, nous nous y rendîmes. Pour rien au monde, j'aurais voulu être seul ce soir ici. Ni moi. Oh non, par les saints. J'aurais eu trop peur de rencontrer le fantôme de notre regretté Conrad. Tais-toi. Je m'adresse à Diego. Celui qui meurt sous le coup d'un assassin diabolique ne laisse pas après lui de mauvais fantômes. Il va en paradis. Eh bien, Diego. Il parle à la fin. Je disais à Jacques que j'étais plus brave que lui. J'allais devant. Ah, mal j'ai fait. Je ne me remettrai pas de cette émotion. Nous avions soigneusement fureté, regardé sous les bancs et derrière les fauteuils et les grands pots à fleurs. Personne. Est-ce que tous les tableaux étaient à leur place? Oui, monseigneur, pourquoi? Vous ne pensez tout de même pas qu'elle se fût dissimulée derrière un tableau? Triple baudet. Allez, laisse parler Diego. Quand nous sommes arrivés à la chambre de feu maître Léonard, nous avons constaté que la porte en était entr'ouverte. J'y suis entré. Il en était donc ressorti. Mais pourquoi m'avait-il entraîné jusque-là? Plaît-il? Hein? Non, rien qui vous intéresse. Donc, Diego, tu y es entré. Qu'as-tu vu? Ben moi, j'étais resté dans la galerie, j'ai rien vu. Mais, pour Dieu, j'ai entendu le terrible bruit. Je m'adresse à Diego. Qu'as-tu remarqué dans la chambre, Diego? Monseigneur, vous êtes si pâle. Un revenant, Diego. Un revenant ne porte pas armure d'acier. Le géant. Il avait bien 30 pieds de long. Et il était tout vêtu d'une cuirasse noire comme le casque dans la cour. Ah, tu rêvais, les géants, depuis longtemps déserté le monde. 30 pieds, dis-tu? 30 pieds, il aurait dû mesurer, trop téméraire, Diego. Je l'ai jaugé d'après son pied et cette partie de sa jambe qui s'offrait à mon regard. Il sommeillait apparemment car il était tendu sur le sol. Avec Jacques, nous nous sommes enfuis sans demander notre reste. Votre Excellence peut aisément l'imaginer. Mais comme nous parvenions à l'extrémité de la galerie, la porte fut claquée avec violence. Mais nous n'avons pas cherché à savoir si le monstre nous poursuivait ou non. Faites exorciser le château. Oh non, faites-le, monseigneur. Il est enchanté. Oh, la paix, chien! Faites-le. Chaque minute qui passe est mortel danger pour tous. Ce mystère se dissipera ou que je perde mon nom de Manfred. Venez avec moi! Non, jamais. Je préférerais être jeté en prison. Je n'aime pas me répéter. Non, monseigneur. Emprisonnez-nous plutôt que de nous donner pareil ordre. Votre Excellence me permet-elle de l'accompagner, moi? Tu m'étonnes, jeune homme. Aurais-tu du courage? Les jours d'un vivant sont si brefs qu'il n'y a ni courage ni lâcheté
Mais seulement la houle du hasard qui vous ballotte à son gré. Ta détermination me plaît. Je saurai l'apprécier le moment venu. Tout à l'heure, réclamant à corps et à cri leur maître, Diego et Jaquez s'étaient, dans leur affolement, rués chez Bianca, que sa fille, brisée de chagrin et d'émotion, avait tout juste quitté pour prendre quelques heures de repos. Et ils n'avaient pas su contenir leur angoisse. Ils lui avaient tout dit de ce géant en armes qui occupait, selon eux, la chambre de l'astrologue. Avec abnégation, Bianca, qui pas plus que Manfred ne doutait de la réalité de l'événement, s'était avancée à la rencontre du diabolique ennemi. Le coup qu'il s'apprêtait à frapper, elle le recevrait à la place de son mari. Elle lui donnerait le temps de se préparer à la parade. Et si elle devait mourir, elle s'en irait rejoindre son malheureux Conrad. La chambre était vide. Elle remerciait déjà Dieu de ce qui était tout au moins un répit pour la maison d'Otrante, lorsque Manfred se pressa vers elle, presque hagard, flanqué du jeune étranger. Isabelle! Où est Isabelle? Isabelle? Ne l'aviez-vous pas fait mander? Je vous demande où est Isabelle? C'est Mathilde, sans doute, que vous voulez dire. Elle qui toujours vous fut un réconfort dans vos moments difficiles. Je veux parler d'Isabelle. Je parle d'Isabelle. Je ne l'ai pas revue. Si vous la cachez, Madame, gare à vous. Pourquoi agirais-je ainsi? Je ne comprends pas. Vous le comprendrez bientôt. Oh, ce visage, Manfred. Cette fièvre qui, plus que le chagrin, brûle dans vos yeux. Qu'arrive-t-il? Isabelle vous aurait-elle offensé que vous la recherchiez avec tant de véhémence? Si jamais Bianca j'apprenais que vous avez été son allié en lui procurant un asile contre moi, ma colère n'aurait plus de borne. Encore une fois, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que tout cela? Avec tout le respect, toute l'affection que je vous porte, qu'est-ce que tout cela, Manfred? Oh, votre affection m'est indifférente. Autant que sont déplacées vos questions. Je suis le maître ici. Je découvrirai coûte que coûte la retraite de la princesse de Vicence, avant que l'aube ne soit là. Et les choses seront ce qu'il faut qu'elles soient. Je désire en attendant m'entretenir avec notre chapelain. Oh mon Dieu, quel est donc ce mystère s'ajoutant si durement au reste? Bien, monseigneur, nous le ferons chercher. Nous? Refrénez vos audaces et vos curiosités. C'est seul que je veux lui parler. Je me rendrai à Saint-Nicolas. Manfred, épanchez-vous. Ne gardez pas sur le cœur ce nouveau secret qui vous accable. À qui mieux qu'à moi vous confier? Regagnez vos appartements, en attendant de connaître ma décision. Mais où me menez-vous? Il me semble rouler dans un tourbillon. Je vous dis seulement ceci. Considérez-moi comme libre désormais de tout engagement à votre égard. Saints anges du ciel, me fallait-il cette douleur en plus de mon pauvre deuil? Que me dites-il? Quel néfaste projet est en train de mûrir sous son front? Assez de récriminations. Obéissez. Quant à toi, inconnu, je ne renie pas ma parole. Conserve pour ce soir ta vie. Ton attitude demain scellera ton sort. Puisque le casque n'a pu t'emprisonner comme je l'aurais souhaité, tu seras détenu dans une pièce fermée à clé où je vais t'installer en chef. Du géant, nous nous occuperons ultérieurement. J'ai des préoccupations plus urgentes. La première est mon tête-à-tête avec le père Jérôme. La seconde, de retrouver Isabelle de Vicence. Ainsi se termine le premier des 3 contes de Loïs Masson d'après Horace Walpole, sous le titre général Les fantasmes d'Otrante, aujourd'hui par un beau jour de mariage. En voici
La distribution, Daniel Ivernel, Manfred, Prince de Trente, Bernard Rousselet, Théodore, Fiorenzo, Jacques Provin, Jacquez, Yves Pénaud, Diego, Jean-Patrick, Le Troubadour, Yves Pénaud, le récitant Xavier Renoux, Bianca, René Barrel, Isabelle, Catherine de Seine, chef opérateur du son, Daniel Tourcière, opérateur Annie Lebègue et Amar Lounas, assistante de production, Jeanne Dutray, réalisation Jean Dohat. musique originale de Jean Vienner.